Bon, les amis, pendant qu'en coulisses, notre direction s'affole totalement sur le mercato, il reste plus qu'une semaine, au niveau des finances, c'est n'importe quoi, faut absolument vendre des joueurs pour en enregistrer d'autres, etc. Faut lâcher des mensonges dans les médias sur des possibles Léao. Notre saison a commencé, notre saison continue avec cette deuxième journée et on espère que nos joueurs, eux, vont nous rendre fiers. Deuxième journée de Liga, match contre Bilbao. Que dit notre Bilbao en ce moment? Match nul. Match nul à la maison contre Retafe lors de cette première journée. Alors qu'on connaît Retafe, une équipe qui peut être assez enquiquineuse. Mais bon, quand même à la maison, match nul, c'est une petite contre-performance de la part de l'Athletic Club. Alors ça ne reste que la première journée, pas d'affolement bien évidemment. Un Athletic Club qui a perdu Unai Simon pendant encore 3-4 mois il me semble. En juillet, il a été blessé. Donc ça reste quand même important. Gardien de l'équipe championne d'Europe, ce n'est pas rien. Une équipe qui a commencé à faire jouer Nico Williams sur le dernier match. Mais malgré ça, cette petite contre-performance et cette petite difficulté au niveau du gardien, on est sur une équipe qui peut nous mettre en difficulté, surtout sur le volet offensif. Pourquoi? Parce que le Barça, on n'a pas de certitude, nous, de notre côté, sur notre animation défensive. On en a déjà parlé. Au niveau des individualités sur la défense, ça va quand on en parle. Notre Koubarsi, on l'a dit l'année dernière, c'était vraiment correct, voire plus que correct. Christensen, quand il va en défense centrale, c'est très souvent plus que correct. Koundé, quand on en parle depuis quelques mois aussi, c'est infranchissable, c'est très très bon. On a des joueurs individuellement qui sont bons en défense. Maintenant, la problématique au FC Barcelone, c'est l'animation défensive. C'est comment tout ça va s'orchestrer pour aider justement ces individualités en défense. Et les problématiques, elles viennent tout d'abord de très haut. Quand on fait par exemple un pressing, un contre-pressing et qu'il est très mal exécuté, forcément ça a des répercussions sur ce qui se passe derrière. Quand un numéro 6 ne fait pas son travail, ne balaye pas devant sa surface, forcément ça met en difficulté la défense. Mais il faut absolument travailler sur ce secteur-ci qui a été un secteur de grande difficulté pour le Barça l'année dernière, qui a concédé beaucoup de buts et également beaucoup de transitions et d'occasions. Et surtout qui a concédé pas mal de ce genre de situation à Montjuïc. Et là, on est sur un match à Montjuïc. Et je ne sais pas ce qui se passe autour de ce stade-là, mais il y a vraiment cette idée que les adversaires arrivent dans ce stade et c'est la porte ouverte. J'ai l'impression que c'est pas du tout un stade qui est hostile. Quand les adversaires y viennent, c'est tranquille. On se rappelle l'année dernière, Villarreal, je crois qu'ils nous en mettent 5 à la maison. Girona, bien évidemment, on se rappelle de tout ce qu'ils nous ont mis et surtout également à domicile. Même Granada, je crois, on fait match nul contre eux, mais ils nous mettent 3 buts, il me semble. Et encore là, j'oublie quelques autres exemples. Mais vraiment, à Montjuïc, il y avait vraiment cette notion de c'est une citadelle qui est totalement prenable. On n'est pas du tout au Camp Nou. Au Camp Nou, bien évidemment, historiquement, on a toujours une équipe qui a encaissé aussi des buts, mais c'était au bout d'un moment stop. On arrête, voilà, on arrête d'en prendre 1 milliard et puis surtout on en mettait beaucoup. Et là, avec Montjuïc, il y a vraiment cette notion qui a été oubliée. Là, c'est le premier match de la saison dans notre stade. Bien évidemment, j'espère que la direction nous a pas menti et qu'on retrouvera le Camp Nou durant cette saison, donc on sera pas tout le temps à Montjuïc. Mais il faut quand même marquer cette idée de se dire et c'est fini, on arrête de s'amuser et de nous mettre 2-3 buts à chaque match chez nous à la maison. Cette difficulté dans l'animation défensive qu'on rencontre maintenant depuis quasiment 1 an du côté du FC Barcelone va vraiment falloir la régler parce que justement du côté de Bilbao, on a des joueurs qui peuvent te mettre en difficulté. On a du Sunset en numéro 10 qui est moi un joueur que j'affectionne tout particulièrement, vraiment un joueur un peu à l'espagnol, etc. assez élégant qui peut apporter beaucoup de choses à Bilbao. On a un Guruzeta qui est leur buteur numéro 9 qui l'année dernière je crois a 13 ou 14 buts en Liga, donc un mec qui claque quand même ses références chaque année. Et ensuite on a les frères Williams, à commencer par Iñaki qui est un joueur référence quand même en Liga, malgré le fait qu'il commence à prendre en âge, etc. C'est un mec qui commence à avoir de la bouteille dans le championnat et qui peut rester un danger. Et après, on arrive bien évidemment au cas Nico Williams. Voilà, Nico Williams qui va donc arriver et jouer à Barcelone, mais pas avec le maillot du Barça, avec le maillot de l'Athletic Bilbao. Et voilà, donc ça va être marrant. Tout le monde va un peu se moquer de nous, je pense, sur le moment. Ça va être vraiment le storytelling de cette partie. Je pense que dans toutes les autres vidéos d'avant-match que vous avez vu un peu à droite à gauche des autres créateurs de contenu du Barça, je pense que dans 95% des cas, la miniature, il y avait Nico Williams dessus, exactement comme moi. Je pense qu'on a tous fait pareil sur ce point-là et ça va être l'histoire. Voilà, ça va être l'histoire dans le match, ce joueur. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que je pense que les gens qui sont très frustrés de sa non-arrivée au Barça vont forcément lui tomber dessus. S'il marque face à nous, qui fait des passes D, qui crée des différences, qui fait entre guillemets un super match, les gens vont lui dire mais comment tu oses nous faire ça alors qu'à part
apparemment tu aimes le Barça et tout, et après les gens vont s'en prendre à la direction, comment vous avez fait pour pas recruter ce joueur-ci? Et par contre s'il fait un non-match, qu'il est totalement invisible, les mêmes personnes vont lui tomber dessus en mode mais de toute façon t'as pas le niveau pour le Barça, t'es qu'un joueur de compétition, à l'Euro ça a bien marché pour toi mais t'as pas du tout les épaules pour le Barça, du coup retourne chez toi. Moi je vous le dis hein, personnellement, si Nico Williams il signe l'année prochaine au Barça les gars, je l'accueille comme ça moi, il n'y a aucun problème. Donc on va bien voir ce qu'il est en capacité de faire. Ce qui va être intéressant c'est son positionnement, est-ce qu'il va être à droite, à gauche en fonction justement de la titularisation de Iñaki ou pas. Normalement il y a de grandes chances qu'il soit à gauche et donc justement qui forme et qui crée ce fameux duel face à Koundé. Donc là je vous donne une petite exclue par rapport à la compo que je vais faire du Barça sur ce match-ci, mais bien évidemment il y a des chances que Koundé soit à droite du côté du Barça et on va avoir un duel qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça à l'Euro lorsque Koundé jouait bien évidemment en équipe de France. Et sur ce match-là, Nico Williams a fait certainement sa prestation la plus neutre de la compétition dans l'ensemble, au point Koundé était plus fort que Nico Williams. Il l'a très bien pris. Alors bien évidemment, encore une fois, c'est une question d'animation. L'animation collective, l'animation défensive de l'équipe de France a permis à Koundé de bien performer face à Nico, mais il faut absolument que Koundé réitère ce genre de performance pour bloquer ce qui se présente comme le danger principal de l'Athletic Club face au Barça. Et bien évidemment, comme l'équipe de France, il va falloir aider Koundé. Parce que si tu laisses Koundé, aussi fort soit-il individuellement dans les 1 contre 1, mais si tu laisses de l'espace derrière lui, etc., Nico Williams, il va s'amuser avec ça. Donc c'est toute une équipe qui doit aider Koundé à bien performer face à Nico. Ensuite, du côté du Barça, ça reste un match très important contre l'Athletic Club. Premièrement, parce que c'est le premier match à domicile de la saison. On en a parlé. Il faut commencer à faire comprendre tout d'abord aux autres que notre citadelle, à la maison, elle commence à être imprenable. À la maison, vous allez arrêter de vous amuser un tout petit peu. Et puis mentalement, en plus, à travers ça, tu peux créer une dynamique. Te dire, ok, à la maison, on n'a pas de défaite. On est invaincu à domicile. Deuxième raison pour laquelle c'est un match important, par rapport au classement, tout simplement. On a pris 2 points d'avance par rapport au Real Madrid. Il s'agirait de les conserver, surtout que le Real joue à domicile contre Valladolid, et même si on est sur un Real qui ne s'est pas encore totalement trouvé, on est sur un Real qui, à la maison contre Valladolid, je pense, ne va pas avoir trop de difficultés. Après, ça reste du football, tout peut se passer, mais je pense qu'ils vont prendre les 3 points. Donc, si on peut conserver nos 2 points d'avance, ça peut être intéressant. Et troisième point pour lequel ce match est important, parce que c'est un gros choc. C'est le premier gros choc de la Liga pour nous. On est sur une équipe quand même, je pense, du premier quart, niveau premier quart de la Liga avec Bilbao. C'est-à-dire que pour moi, il y a le Real, il y a l'Atlético Madrid, il y a Séville, et derrière, tu as Villarreal et Bilbao pour moi. Donc, tu es sur une équipe un peu top 5, top 6 de Liga, donc premier quart de Liga, c'est gros choc. Et il faut montrer qu'on est en capacité cette année, dans ce genre de gros choc, surtout à la maison, d'être là et de se dire, boum, on gagne. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on a dit que c'était un match important, nous, de notre côté, en tant que supporters, il faut faire attention, encore une fois, à ne pas faire de conclusions hâtives. J'en ai parlé, j'en ai fait des vidéos pour dire que ce mois d'août ne va pas être simple du côté du Barça et qu'il va falloir être patient. La saison dans sa globalité ne va pas être simple, mais surtout ce mois d'août, pour différentes raisons. La venue de Flick et justement essayer de bien avoir la tactique en tête, le système, l'animation. Deuxième raison, on a le retour des blessés, on a le retour des gens de compétition internationale de cet été. À droite, à gauche, ça revient. On a un effectif qui est loin d'être au complet. Donc, ça rentre dans les raisons pour lesquelles ce mois d'août également va être compliqué. Et la troisième raison, c'est qu'au-dessus, au niveau de la direction, ça fait strictement n'importe quoi. Et surtout, dans cette période précise du mois d'août. Du coup, il y a des joueurs, on entend des rumeurs, d'Eric Garcia, là, Girona, peut-être, Christensen, même, il pourrait partir. Faye, il vient de partir. Roquet, il va partir. Un Gundogan qui part, là, en une semaine, même pas. Alors que bon, c'était pas forcément dans les plans de départ. Enfin, il se passe 1 milliard de choses de la part de la direction qui n'aident pas du tout le Barça et l'équipe à jouer dans un contexte positif. Donc tout ça pour dire que même si c'est un match important, patience avec notre Barça, on l'a dit, que ce soit dans la victoire, si on gagne face à Bilbao, ne pas commencer à dire « Waouh, on est beaucoup trop fort et tout », il va rester des choses à travailler. Et si on perd ou on fait match nul face à Bilbao, ne pas commencer à se lamenter, à dire que ça va être catastrophique cette saison, etc. Parce qu'il y a un contexte qui, oui, effectivement, est difficile en ce moment et surtout en ce mois d'août pour le Barça. Maintenant les amis, nous passons à la composition d'équipe que vous voyez en ce moment même. Bon, je vous ai donné la petite exclue de Koundé à droite qui n'est pas réellement une surprise, mais qui donc bien évidemment va être un rôle essentiel dans ce match-ci, le 1v1 face à Nico Williams, on en a déjà parlé. Ensuite, on peut passer à ce qui se passe au niveau de la défense centrale, où je décide de mettre Koubarsi à côté de Christensen.
On avait peut-être la solution Martinez, on pouvait se dire en plus Martinez a un historique avec l'Athletic Bilbao, équipe qu'il connaît, Martinez est apprécié par Flick, ça peut l'aider. Mais le problème c'est que Martinez il fait vraiment pas une bonne partie pour moi contre Valence, tout le temps à jouer la surverticalisation à outrance sans déplacer le bloc adverse, à envoyer vraiment des longs ballons. Alors il a une bonne qualité de pied, hein. On est totalement d'accord avec ça, mais dans l'ensemble il y avait trop de surverticalisation alors que Cubarsí pour moi il a vraiment la capacité de jouer vertical, mais de savoir jouer long verticalement et de savoir aussi jouer court et d'être en capacité justement de trouver les deux mecs qui vont être un tout petit peu plus devant eux que sont Marc Bernal et Marc Casado. Et là ça va être très intéressant aussi de voir l'animation de ces deux-là. On a vu un Casado la deuxième mi-temps face à Valence, elle était magnifique en termes d'intensité, de positionnement, de récupération. C'était vraiment, il a fait une montée en puissance contre Valence qui était assez incroyable. On espère le retrouver à ce niveau-là. Va-t-il également être dans le même positionnement? Parce qu'on l'a vu pas mal aussi s'incorporer dans le demi-espace droit. Là, peut-être qu'on va retrouver plus un vrai double pivot. Casado qui recule un petit peu, qui retrouve un peu plus son positionnement qu'il avait l'année dernière avec le Barça Athletic, donc un peu plus reculé, pour vraiment former une doublette avec Marc Bernal. Ensuite, on arrive sur un cas aussi intéressant, c'est le cas de Pedri. Bien évidemment, on est sur le questionnement, peut-on mettre et doit-on mettre Dani Olmo à sa place? Alors à l'heure actuelle où je vous parle, les amis, on est vendredi matin, vendredi midi, Dani Olmo n'est toujours pas inscrit officiellement, hein. Il n'est pas inscrit. On a fait partir Gundogan. Alors apparemment avec le départ de Michael Faye, ça va pouvoir le faire, mais officiellement il n'est pas encore inscrit. Donc c'est même pas sûr qu'il soit présent. Vous imaginez si Dani Olmo il n'est pas présent pour ce match, la honte absolue pour le FC Barcelone. Mais dans tous les cas, même s'il est présent, je mettrai quand même Pedri, parce que Pedri a eu ses premières minutes justement face à Valence, que Pedri a quand même ses repères dans cette équipe, et que pour moi Dani Olmo surtout va falloir commencer à le faire jouer avec des petites minutes par-ci par-là, et puis au bout d'un moment, si vraiment il confirme qu'il a un niveau pour être titulaire, là il deviendrait titulaire. Mais il faut le faire monter crescendo de cette manière-ci. Et puis Pedri, en fait, il peut y avoir un questionnement par rapport à sa blessure que j'entends totalement, que je comprends, et bien évidemment que si le staff du Barça voit que physiquement ça peut être compliqué, il peut y avoir des difficultés, ne pas prendre de risques par rapport à Pedri. Ça à 100%, mais de toute façon le problème c'est que je suis pas à Barcelone et je suis pas en capacité de vous donner de réponse par rapport à ça. Il n'y a que eux qui sont au courant de ça. Mais bien évidemment que s'il y a un doute, ne pas faire jouer Pedri ou le faire jouer que 30 minutes par-ci par-là. Et après bien évidemment on pourrait se dire bah Dani Olmo tu le mets dans le demi-espace gauche, mais moi je mets encore une nouvelle fois Rafinha devant lui. Quand il est dans le demi-espace gauche, je suis désolé mais il a très souvent répondu présent. Pas ailier gauche, pas ailier droit, mais dans le demi-espace gauche. Très intéressant, on l'a dit, joueur de verticalité, joueur de rupture, et quand il n'est pas associé à un autre joueur de son profil, c'est-à-dire Ferran Torres, il est très intéressant parce qu'il t'apporte quelque chose de différent. Et là, tu as des joueurs de ballon. Tu vas avoir du Casado, du Bernal, du Lamine Yamal, du Pedri. C'est des joueurs de conservation. À côté d'eux, tu mets un Rafinha qui, lui, est un joueur de rupture. Et là, ça devient intéressant parce que tu as un changement de profil. Dans son intensité, en plus, dans le contre-pressing, il reste un élément super important et qui ne rechigne pas à l'effort. Du coup, ça, c'est toujours des points positifs pour Rafinha. Du coup, pour moi, Rafinha, même si Dani Olmo est enregistré, il passe pour cette fois-ci devant Dani Olmo. Après, encore une fois, l'idée est de se dire, si ça ne va pas, que Pedri, physiquement, tu sens il est plus dedans à la 60e, qu'il est trop fatigué, que Rafinha, il est en dedans, qui fait un match catastrophique, hop, là, tu fais rentrer Dani Olmo, qui joue les 30, les 40 dernières minutes du match et tu essayes de le faire jouer. Et en plus, il peut jouer numéro 10 comme dans le demi-espace gauche. Pour moi, il est capable d'interpréter les deux rôles, mais à voir en fonction du match. Et ensuite, pour conclure, on peut conclure Lamine Yamal, voilà, titulaire, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Et Lewandowski, numéro 9, on en a parlé récemment dans ma dernière vidéo, qui est justement respecter et voir les statuts des joueurs, nos exigences par rapport aux joueurs. Lewandowski, surface de réparation, tap-in, contrôle frappe ou point de fixation au milieu de terrain. C'est tout ce qu'on te demande. À côté de toi, tu as des mecs qui vont être en capacité de jouer avec toi. Donc tu fais remise, contrôle remise ou contrôle frappe. Il n'y a pas de problème, c'est tout. Mais arrête de te prendre pour un playmaker. J'espère que maintenant, tu vas comprendre ça et tu vas continuer à marquer des buts comme tu as bien marqué ton doublé contre Valence. Donc voilà le 11, les amis, de ce match contre Bilbao. Match, on l'a dit, qui reste important par rapport au classement, par rapport au fait que ce soit un match à domicile, par rapport au fait que ce soit un choc. Ça va pas être facile, vraiment pas facile, on l'a dit, parce qu'en face, au niveau offensif, ça envoie du lourd. Et nous, défensivement, on a encore des fois des petits questionnements. Mais en tout cas, j'espère que les joueurs vont se donner à 110%. Il le faut, parce qu'au niveau de la direction, ça assure pas du tout. C'est catastrophique. Le Barça est totalement risible sur ce mercato. C'est un peu la honte pour nous. Du coup, au moins, si les joueurs nous rendent fiers sur le terrain, ça va nous rendre heureux et voilà, c'est le minimum.
se donner à 110%. Après, on sait qu'il peut y avoir des limites. On sait que tout n'est pas encore acquis dans le système de jeu, etc. Qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. On peut totalement l'entendre, mais dans l'envie, au moins montrer qu'on est présent et essayer le plus possible de décrocher ces 3 points durant ce choc. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet avant-match, votre 11 si vous voulez, votre pronostic si vous voulez en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.